C'était une de ces histoires qui commencent par la fin d'une autre car au bout de 3 ans de mariage, ils avaient finalement décidé de divorcer. De toute façon, ils passaient tout leur temps à s'engueuler pour n'importe quoi, pour des futilités du quotidien qui prenaient des proportions gigantesques. Par exemple, un jour mémorable, ils se trouvaient au Prado. Dans l'esprit de certains, cela évoquait immédiatement la pizzeria de la rue Quincampoix, une adresse bien connue des amateurs de double fromage, mais il s'agissait en réalité du Grand Musée, le célèbre Prado situé à Madrid. Pour éviter toute confusion future, il existait d'ailleurs un truc mnémotechnique infaillible, le musée du Prado est précisément l'endroit où ils ne te servent jamais de pizza reine. Ce jour-là, il se tenait immobile devant le chef-d'œuvre absolu de Jérôme Bosch, le Jardin des Délices. C'était un tableau magnifique, sublime, d'une richesse incroyable, même si certains visiteurs un peu distraits s'imaginaient parfois que le peintre ne l'avait pas tout à fait fini ou qu'un autre artiste l'avait commencé dès le XIVe siècle. Tout cela pour dire que cela faisait déjà de très nombreuses années qu'ils n'avaient pas visité le Prado, mais comme le disaient les esprits un peu coquins, c'est toujours chez soi, dans l'intimité d'une cabine, qu'on parle le mieux de peinture. C'est dans cette atmosphère empreinte d'art et de souvenirs que Julien fit son entrée. Il venait d'arriver dans l'établissement en tant qu'intérimaire pour occuper le poste de brancardier. Clara avait gentiment prévenu l'équipe de sa venue. Dans les couloirs de l'hôpital, on pouvait croiser Sabine, la radiologue, ainsi que les infirmiers toujours prêts à travailler dans la bonne humeur. L'humour au boulot était capital, c'était le moteur du service. Loin de vouloir déranger la conversation, Julien se retrouva immédiatement plongé dans un débat artistique improvisé sur Jérôme Bosch. Attention, il ne s'agissait pas de l'inventeur du célèbre lave-linge, mais bel et bien du peintre de génie. Le Jardin des Délices exposé au Prado frappait les esprits par la quantité phénoménale de personnages fantastiques que l'artiste avait réussi à intégrer dans son œuvre. À côté des super-héros modernes imaginaires comme Spider-Man, Elastic Man ou le mystérieux Knockman, le tableau offrait surtout un rapport saisissant entre la précision du dessin et la vivacité de la couleur. Julien connaissait bien ce monde puisqu'il était passé par l'école des beaux-arts, même si selon lui cela ne voulait rien dire. Il s'amusait simplement à gribouiller de temps en temps, lorsqu'il trouvait un moment de liberté à bord de la péniche où il habitait. Habiter sur l'eau faisait rêver ses collègues, même si le trajet pour venir à l'hôpital demandait environ 10 minutes à vélo, ce qui restait tout à fait raisonnable pour commencer une bonne journée. Parmi les grands maîtres, Julien avouait une préférence pour Géricault, ce qui provoquait parfois les moqueries affectueuses de Sabri qui préférait citer Géry Lewis par pure provocation comique. Pendant ce temps, une nouvelle extraordinaire venait de tomber dans les journaux scientifiques. Gilles de Gennes venait de recevoir le prestigieux prix Nobel de physique. Certains esprits confus confondaient encore ce grand chercheur avec un artisan fabriquant des assiettes, mais ses travaux portaient en réalité sur la captation moléculaire. Les applications de cette découverte étaient multiples, notamment pour concevoir de la colle ultra forte capable d'unir les plastiques et les polyesters. La récompense était astronomique, elle s'élevait à 1 million de couronnes suédoises. Face à une telle somme, l'imagination populaire s'enflammait, on se demandait ce qu'un homme seul pouvait faire de tant de couronnes, à moins d'avoir 1 million de têtes pour les porter toutes. Mais la réalité économique reprit vite le dessus, ces couronnes représentaient une véritable fortune en monnaie suédoise, soit l'équivalent de 7 millions de francs. 7 millions de francs pour une simple histoire de colle, c'était une opportunité trop belle pour ne pas essayer d'inventer quelque chose à leur tour. Sabri, qui regorgeait toujours d'idées farfelues, était en train de concevoir un gâteau apéritif qu'il qualifiait de révolutionnaire. Dans ses calculs vertigineux, 7 millions de francs représentaient 7000 billets d'1 million, soit 7 fois la route du millionnaire. Sa propre invention était à base de pommes de terre qu'il coupait en fines lamelles avant de les griller, de les saler et de les proposer à la dégustation une fois refroidis. Le prototype était prêt, mais le nom de chips existait malheureusement déjà sur le marché mondial, ce qui gâchait un peu l'exclusivité du projet. Pour décrocher le prix Nobel de physique, il fallait viser des concepts beaucoup plus scientifiques. Inspiré par les vieux films de science-fiction de son enfance, Sabri avait autrefois tenté de fabriquer une machine à remonter le temps. La machine n'avait cependant jamais fonctionné dans le sens inverse, elle se contentait de remonter le temps de manière extrêmement lente, vers le futur, exactement à la même vitesse qu'une voiture ordinaire qui avance sur la route.
Qu'à cela ne tienne, les deux compères se dirent que des gens capables de donner une fortune pour de la colle se laisseraient facilement séduire par un projet audacieux. Les Suédois étaient réputés pour leur grande ouverture d'esprit, et il semblait possible de leur faire accepter des idées originales. Le plan consistait à leur présenter un projet un peu flou mais impressionnant, de décrocher les 7 millions et de partager la somme équitablement, 50-50, pour repartir avec 50 000 balles chacun et transformer leur quotidien. Au milieu de cette effervescence, les petites tragédies du quotidien de l'hôpital continuaient de se jouer. Une boîte de truffes en chocolat venait de disparaître mystérieusement d'un casier. Personne n'en avait profité, et on plaisantait sur le fait que les truffes avaient peut-être ouvert la boîte elle-même pour s'enfuir en soulevant le couvercle. Clara finit par avouer la vérité avec une grande émotion. Depuis que Jean-François l'avait quittée, elle souffrait d'une forme de boulimie compensatoire et mangeait pour tenter de combler le vide immense de sa solitude. Ses collègues, touchés par sa détresse et faisant preuve d'une profonde empathie humaine, la rassurèrent immédiatement. Il n'y avait aucune honte à avoir, ils lui auraient offert ses chocolats de grand cœur si seulement ils avaient su. Pour préserver sa santé, ils lui conseillèrent affectueusement de remplacer les sucreries par des pommes, un aliment léger, sain et digeste qui ne la rendrait pas malade. Soudain, une urgence médicale interrompit les discussions dans les couloirs. Un patient était en train de faiblir rapidement et l'équipe dut intervenir sans perdre une seule seconde. Dans un élan de dynamisme pour garder le rythme et chasser la panique, le massage cardiaque commença en cadence, au son d'un refrain improvisé, 1, 2, 3, porté par l'amour de leur métier de soignant. Après de longues minutes d'efforts intenses, il fallut annoncer la nouvelle à une dame qui attendait dans l'angoisse. Les hommes en blanc, ou plutôt en bleu clair, prirent la parole pour expliquer que la mission de leur profession était parfois d'annoncer des miracles, le patient que l'on croyait perdu était en réalité bien vivant, fort et prêt à se battre. C'est alors que la grande entreprise de séduction scientifique fut lancée. Pour prouver l'efficacité d'une pilule de jouvence imaginaire, Sabri se déguisa en vieil homme, adoptant des vêtements volontairement démodés. Après avoir hésité entre plusieurs prénoms d'autrefois comme René ou Anselme, ils choisirent finalement Arsène Lupin, un nom qui sonnait merveilleusement bien pour incarner un ancêtre respectable. La formule magique inventée pour l'occasion reçut le nom savant de cocalis, une molécule de synthèse révolutionnaire capable de faire rajeunir les cellules. Sabri, dans son rôle de cobaye officiel âgé de 76 ans, devait feindre d'avoir retrouvé l'apparence éclatante de ses 20 ans grâce à cette découverte. Devant les membres imaginaires de l'Académie de médecine et du jury du prix Nobel de Suède, le professeur Tchamelski présenta son cobaye avec une grande fierté, non sans rappeler son amour pour la Suède, le tennisman Björn Borg, les voitures Saab et les fiers Vikings. Le faux vieil homme joua son rôle à la perfection, feignant d'être un peu dur de la feuille avant d'affirmer avec force qu'il avait traversé les époques et qu'il se sentait aujourd'hui fier comme un pigeon. Interrogé sur les souvenirs douloureux de la guerre de 39-45 ou sur des visions imaginaires de rizières lointaines, il livra une performance théâtrale mémorable pour impressionner la galerie et décrocher la récompense tant convoitée. Pendant ce temps, la vie culturelle et les intrigues amoureuses s'entrecroisaient à l'hôpital. Julien continuait de séduire son entourage par sa simplicité, partageant un café noir ou discutant de ses lectures, évoquant les émissions littéraires de Bernard Pivot et les grands auteurs. Sa présence ne laissait pas Sabine indifférente, ce qui provoquait une pointe de jalousie comique chez certains de ses camarades. Les quiproquos se multipliaient autour des blouses échangées et des visites impromptues dans les salles de radiologie. Mais le destin prit un tournant inattendu lorsque Clara reçut une rumeur infondée concernant Julien. On racontait faussement que le jeune intérimaire passait ses journées à fumer de l'herbe et qu'il était défoncé 24 heures sur 24. Soucieuse de la sécurité des patients du service, Clara prit la décision douloureuse mais responsable de se séparer de lui, estimant qu'elle ne pouvait pas garder un brancardier distrait dans son équipe. Julien accepta la situation avec philosophie, voyant là l'occasion de se consacrer pleinement à sa passion pour la peinture, même si la question du loyer de sa péniche devenait un sujet d'inquiétude légitime. La réponse officielle du comité Nobel arriva enfin par courrier, mettant un point final aux espoirs de fortune facile. Les scientifiques suédois, avec beaucoup d'humour et de fermeté, remercièrent les expéditeurs pour cette plaisanterie originale, tout en précisant que si le projet avait été sérieux, ils auraient été dans l'obligation de porter plainte pour tentative d'escroquerie. L'essentiel restait pourtant la santé et la complicité partagée. Sabri, quant à lui,
restait tellement imprégné de son personnage de retraité qu'il refusait de quitter ses habits de vieil homme, réclamant sa tranquillité, sa pension de retraite et son velouté de tomates pour le dîner. Heureusement, l'amour et la générosité triomphèrent de toutes ces péripéties. Sabine révéla qu'elle avait choisi d'héberger Julien à bord de sa péniche. L'étincelle de l'amour avait jailli entre eux au milieu des toiles et des pinceaux. Julien avait réalisé un magnifique portrait d'elle, prouvant ainsi tout son talent d'artiste. Loin d'en vouloir à ses anciens collègues, le jeune couple, rayonnant de bonheur et tourné vers un avenir radieux, proposa même à leur ami de devenir le parrain de leurs futurs enfants, une demande acceptée avec une immense joie. Sabri retrouva finalement sa nature normale, le cœur léger et l'esprit apaisé, affirmant avec un sourire tendre que lorsqu'on est amoureux, on a toujours 20 ans, avant de s'envoler en pensée vers Venise avec sa tendre Jeanne pour écrire un nouveau chapitre de leur vie.